Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon émission hebdomadaire Libre Parole et c'est toujours effectivement un moment sympathique de vous retrouver. Alors, ce soir, mon invité est entrepreneur, économiste et écrivain. Durant ses études, il a réalisé plusieurs courts-métrages et il a rédigé un grand nombre de critiques de films aussi. Et d'ailleurs, ce travail lui vaudra d'être sélectionné par l'État français, quand même, comme membre du jury jeune du 61e Festival de Cannes. Et bien voilà, donc j'ai donc le plaisir ce soir de vous présenter mon invité. Il s'appelle Stanislas Berton. Bonsoir Claude, bonsoir à tous les spectateurs de TVADP. C'est un vrai plaisir pour moi d'être sur votre chaîne ce soir. Eh bien, c'est un plaisir partagé, Stanislas. Donc, bienvenue. Alors, si vous le permettez, donc un bref, une petite bio rapide vous concernant. Donc, en juillet 2020, vous avez publié un recueil rassemblant l'ensemble des essais publiés en 2019-2020 dans votre site, sous le titre de L'homme et la cité. Février 2021, vous avez publié La France retrouvée, dans laquelle vous révélez le projet de destruction de la France et vous proposez des solutions concrètes pour sauver notre pays et lui faire retrouver son rang. Décembre 2021, vous avez publié le deuxième volume de ces essais, donc de vos essais, L'homme et la cité, volume 2, consacré à la guerre spirituelle et cognitive contre la France et l'Occident. Et en décembre 2022, et ça va être notre sujet de ce soir, vous avez publié L'homme et la cité, volume 3, qui révèle donc les coulisses de la guerre contre le mondialisme et les vrais enjeux de la crise qui traverse le monde. Et d'ailleurs, je vous remercie un jour on s'est croisés à Paris et vous m'avez offert gentiment votre livre, celui-ci donc, celui dont je viens de parler, et donc, ben voilà. Vous voyez, ça fait l'objet, effectivement, ça va faire l'objet donc d'une émission, livre que d'ailleurs je montre ici, mais que vous voyez, il y a des post-it, on l'a bien épluché, mon épouse et moi, parce qu'en fait nous sommes deux à lire, mon épouse et moi. Et donc vous avez édité ce volume aux éditions du Temps retrouvé, le Temps retrouvé. Alors, en fait, vous traitez d'un sujet qui m'est cher à moi aussi d'ailleurs, puisque là vous parlez effectivement de l'empire du mensonge, donc le mondialisme, et vous parlez aussi des vrais enjeux d'une crise qui secoue la France, mais qui est loin de secouer que la France d'ailleurs. Alors, j'ai une question déjà. La réalité donc du système mondialiste, et vous insistez particulièrement sur le rôle de la Grande-Bretagne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai. Alors déjà, je vais rappeler parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas, quand on parle de mondialisme, en gros, de quoi on parle? En fait, on parle d'un système de pouvoir parallèle qui se place au-delà des États et au-delà des dirigeants politiques officiels et qui recouvre donc le politique, l'économique, le médiatique, etc. Donc je ne vais pas détailler, mais c'est juste voilà, pour replacer, parce qu'on emploie ce terme comme s'il était connu, mais malheureusement on se rend compte qu'il n'est pas toujours connu et que même il y a un déni de l'existence d'un tel système de pouvoir et de contrôle au niveau mondial et international. Et en fait, ce système est contrôlé par des grandes dynasties. Et en fait, vous avez raison de le souligner, c'est que souvent, et non sans raison, quand on parle de mondialisme, en fait, les gens pensent aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont une puissance impériale, en déclin certes, mais une puissance impériale, qui a mis le mondialisme a mis les États-Unis à son service. Donc, c'est l'armée américaine qui fait de la projection de force, c'est le dollar qui est utilisé. D'ailleurs, le dollar, on ne le rappellera jamais assez, est une monnaie privée qui est contrôlée par la Fed, et la Fed est une institution privée en dépit de ce que le nom laisse suggérer réserve fédérale. Elle n'est pas du tout, c'est pas du tout un établissement public. Moi, j'ai toujours, ça, c'est que je fais une petite aparté, c'est que j'ai fait des années d'études d'économie. C'est un fait basique qui ne vous est jamais communiqué. Que on vous parle du dollar du soir au matin, des gens peuvent faire 10 ans d'études d'économie sans avoir conscience que le dollar est une monnaie privée. Donc en fait, j'explique tout ça dans mes livres, mais ce soir, j'aime bien toujours rajouter un petit peu de choses supplémentaires. J'ai découvert en continuant mon travail le rôle justement méconnu de la Grande-Bretagne et plus particulièrement des élites britanniques dans le mondialisme. Et vous allez voir que c'est intéressant parce que c'est très rotor, c'est-à-dire que la technique
c'est de mettre le projecteur sur les États-Unis. Alors, on va parler de l'armée américaine, on va parler des administrations Biden, Bush, Obama, etc. On va parler bien sûr du grand méchant loup qui est la CIA. Mais en fait, ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'en fait, le pouvoir est contrôlé par des intérêts britanniques. Alors, quand on fait la généalogie de ce que c'est que le mondialisme, ça vient de Londres, ça vient de la City, ça vient des élites britanniques. Il y a la société fabienne. Je dis toujours dans mes conférences, les gens découvrent le projet de Klaus Schwab. Le projet de Klaus Schwab, c'est la version actualisée du socialisme fabien qui date de la fin du 19e siècle. Alors peut-être, excusez-moi 2 secondes, peut-être pourriez-vous expliquer un peu plus pour nos auditrices et auditeurs, Fabien, parce que oui, moi alors je c'est sais, la société mais fabienne. voilà. Alors la société fabienne, c'est des gens de l'aristocratie, enfin de la haute société anglaise, qui à la fin du 19e, donc ce sont des gens qui sont socialistes, mais un socialisme un peu particulier, c'est-à-dire notamment, ça sera très critiqué par Orwell qui se distinguera de ça, c'est-à-dire que Orwell, c'est le socialisme populaire vraiment dans le sens premier du terme. Eux, c'est un socialiste élitiste, technocratique, avec une idée eugéniste. J'ai publié quelque chose de très intéressant, c'est le lien, par exemple, entre darwinisme et socialisme fabien, c'est-à-dire il faut vraiment... il y a un malthusianisme aussi, c'est la dépopulation. Il y a l'idée d'un gouvernement mondial avec une élite éclairée qui dominera le monde, et cette élite éclairée, ça sera l'élite britannique. Donc en fait, c'est un instrument de pouvoir, et ce qui est intéressant, c'est qu'une des stratégies qui est fixée dès la fin du 19e par les élites britanniques, c'est de dire on va former une élite, et cette élite développera notre projet. Donc en fait, c'est les Young Leaders avant la lettre. Et donc c'est ça, ils prennent le contrôle notamment de Oxford. Après ça, ça donne le groupe de Milner, la table ronde, qui sont aussi des institutions de contrôle mondialiste. C'est les avant Bilderberg, les avant CFR, les avant trilatérales. Donc justement, on parle du CFR. Avant ça, il y a Chatham House, le Royal Institute for International Affairs, qui est anglais, et qui donnera son émanation américaine, qui est le CFR. Et le CFR, par exemple, donc c'est le Council on Foreign Relations, c'est en fait la diplomatie américaine est contrôlée par ça. Et on peut trouver une interview de Hillary Clinton qui parle du CFR à New York comme la maison mère, alors qu'elle est ministre des Affaires étrangères. Donc il y a une diplomatie parallèle qui contrôle le département d'État américain. Et en fait, cette diplomatie parallèle est contrôlée par l'Angleterre. Sur le plan, on parle par exemple en ce moment beaucoup de tout ce qui est transgenre, LGBT, etc. Contrôle des masses, ingénierie sociale, ça c'est l'Institut Tavistock, qui est aussi fondé, et toute la science de l'ingénierie sociale eh bien, vient aussi de la société fabienne, c'est eux qui créeront la London School of Economics. Donc en fait, il y a tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça, il y a Valérie Bugeaud, il y a Pierre Hillard, il y a beaucoup de gens qui ont parlé des origines en fait du mondialisme britannique, et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a toujours ce mensonge, c'est-à-dire qu'on vend à l'opinion publique l'idée d'un empire britannique qui serait en déclin, qui aurait été supplanté par les États-Unis. On dit la reine d'Angleterre n'a pas de pouvoir, c'est un chef d'État un peu symbolique, etc. Mais en fait, quand on creuse, tout ça, c'est un paravent, c'est un écran de fumée. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un pouvoir britannique, et ça, je le dis pour les auditeurs, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ce qui se passe, notamment avec Trump et toute la résistance autour de Trump, c'est une guerre, eux le disent, c'est une nouvelle guerre d'indépendance pour libérer les États-Unis de la tutelle britannique. C'est-à-dire que eux, les Américains, les patriotes américains, considèrent qu'il y a eu quelques années d'indépendance à partir de 1776 jusqu'à à peu près 1812, où il y a eu la prise de Washington, le sac de Washington par les Anglais, et après c'est toute une longue tentative par les Britanniques de déstabiliser et de reprendre le contrôle de cette colonie qui leur a échappé. Et donc les patriotes américains considèrent qu'aujourd'hui leur vrai enjeu, c'est cette nouvelle guerre d'indépendance pour se libérer des Britanniques. Et quand on dit ça, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment hors du discours même mainstream, c'est-à-dire l'idée que les États-Unis sont en réalité encore sous tutelle des Britanniques. C'est quelque chose qui est difficile à admettre, mais pourquoi, quand on étudie les faits, eh bien, c'est ce qui ressort, et en réalité, le mondialisme est une émanation des élites anglaises. Et plus précisément d'ailleurs, de la City de Londres, de la Banque d'Angleterre, et bien entendu de la famille royale d'Angleterre, qui d'ailleurs, au niveau fortune, fait partie je le cite dans mon livre, hein, excusez, je fais une petite aparté vite fait, fait partie des 13 grandes familles les plus fortunées au monde, et qui sont donc qui ont créé Vanguard, voilà, aussi. Mais c'est très intéressant parce que effectivement,
les Anglais passent toujours inaperçus, alors qu'en fait, ce sont eux derrière qui effectivement agitent et contrôlent beaucoup de choses. De toute façon, ce sont eux qui sont à l'origine de pas mal de crimes et de malversations. Hein. On pense ici à l'introduction de l'opium, par exemple, en Chine, c'est encore les Anglais. On pense ici à vouloir absolument avoir voulu créer Israël en plein milieu de pays déjà habités, c'est encore les Anglais. C'est encore les Anglais qui ont quand même créé les frères musulmans, encore les Anglais. Enfin, je veux dire, quand on additionne beaucoup de choses, on retrouve les Anglais. Enfin, quand je dis les Anglais, bien entendu, hein, je fais pas référence ici au peuple anglais, hein, on est bien d'accord. Hein, je fais référence, comme vous l'avez dit, à la City de Londres, qui est totalement indépendant d'ailleurs, effectivement, de l'Angleterre proprement dite. La City de Londres n'obéit à personne sauf à elle-même. Voilà, comme ça au moins c'est Exactement. clair. Et je vais rajouter un exemple à la liste que vous venez de citer, c'est le cas précis de l'Ukraine, puisque depuis ce conflit, on parle toujours de l'aide qu'apportent les États-Unis. À chaque fois qu'il y a eu le vote du budget, comme récemment, on a parlé du package d'aide américain, mais en fait, les Britanniques sont à la manœuvre depuis longtemps. L'idée de découper la Russie, d'attaquer la Russie via l'Ukraine, c'est encore une idée des Anglais, enfin des élites mondialistes anglaises, qui utilisèrent d'ailleurs au passage Napoléon III au XIXe siècle pour faire leur basse besogne en Crimée. C'est quand on attaque les Français et les Britanniques, attaquent la Crimée à la fin du XIXe, donc ça c'est encore quelque chose. Et pour revenir à la question de l'Ukraine, j'ai donné un exemple concret de cette duplicité britannique, c'est l'exemple de Nord Stream. C'est-à-dire que, vous savez, l'affaire Nord Stream, alors il y a la version BFM TV, c'est de dire que ce sont les Russes qui ont fait sauter leur propre pipeline. Il y a la version de dire que c'est des Ukrainiens en bateau de plaisance qui sont allés faire sauter les pipelines. Et ensuite, il y a eu, et c'est là où ça devient intéressant, il y a eu cet article de Seymour Hersh qui expliquait qu'en fait, c'était l'administration Biden un groupe de navals américains aidés, je crois, par les Norvégiens, qui avait fait sauter les pipelines. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un peu creusé cette affaire et j'ai eu deux sources. Une source qui m'a dit qu'en fait, il y avait de fortes chances que ce soit en réalité les groupes de plongeurs britanniques. C'était une source, un ancien militaire du renseignement qui m'a dit ça, que ça ressemblait au travail des Anglais. Et une autre source qui est celle-ci ouverte, c'est l'analyste bien connu Pepe Escobar, qui a fait un article un peu après les événements, ou un an après, pardon, pour l'anniversaire de Nord Stream, en disant « Mais dans cette affaire, il y en a un dont on ne parle jamais, c'est la Grande-Bretagne. » Et ce qui est intéressant, pourquoi j'évoque ça pour ce sujet en particulier, c'est un peu le scoop que je veux vous donner, c'est qu'il y a quelque temps, je lisais le livre de John Coleman, que vous connaissez certainement, La hiérarchie secrète, ou je ne sais plus exactement le titre, mais c'est l'histoire du comité des 300, la hiérarchie des conspirateurs, pardon, voilà, et l'histoire secrète du comité des 300. Et en fait, à un moment, je suis tombé sur cette page où il parle de Seymour Hersh, qu'il décrit comme un agent des Britanniques qui commence déjà à faire son travail sur la guerre du Vietnam. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que Seymour Hersh, qu'on met en avant dans la réinfosphère en ayant donné ce scoop sur Nord Stream, eh bien, en fait, il cache, si l'on en croit Pepe Escobar, en fait, la responsabilité des Anglais, et on trouve un autre auteur qui dit qu'en fait, Seymour Hersh est depuis le début un agent des services britanniques, qui est chargé de faire de la désinformation en donnant des scoops qui sont en fait des éléments pour allumer des contre-feux, ce qui ressemble totalement à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ce sont toujours les Britanniques qui agissent en coulisses, mais qui mettent le projecteur sur les autres, puisque comme on le voit, la règle du mondialisme, c'est j'exerce le pouvoir, mais ce pouvoir est toujours caché pour qu'il ne soit jamais attaqué et contesté. Donc je n'accuse pas Seymour Hersh, je ne sais pas si c'est toujours un agent des services britanniques, peut-être qu'il a retourné sa veste, peut-être qu'il a été mal informé, mais je voulais donner cet élément parce que c'est intéressant de voir que même dans la réinfosphère ou dans la résistance, eh bien, on peut aussi parfois se faire peut-être intoxiquer par des opérations montées par des services extrêmement aguerris et qui jouent avec un billard à 3-4 bandes. Ça, c'est fort possible parce que de plus en plus, on est confronté à de la propagande. Hein. C'est vraiment de la propagande de guerre. Hein. C'est-à-dire que tout est bon tout est bon en matière de nouvelles fabriquées, de fake news, hein, pour employer un terme anglais. Tout est bon pour mettre l'accent sur quelque chose qui n'existe pas ou faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre alors que c'est pas du tout. Enfin, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'arriver à savoir réellement ce qui se passe
et ce qui s'est passé. Et c'est vrai que même, même moi, enfin même vous aussi, je pense d'ailleurs, on a de plus en plus de mal il faut vraiment être très circonspect quand on prend effectivement une nouvelle, surtout quand c'est une nouvelle en plus, bon, a fortiori quand c'est une nouvelle qui vient de chez nous, certes, mais qui vient aussi de pays étrangers, parce que l'expérience m'a montré que il y a beaucoup de choses déjà qui ne passent pas la barrière de la censure au niveau de l'Europe. Et puis en plus, donc ce qui se passe déjà dans des pays étrangers, ben, tant qu'on n'a pas un observateur efficace et véridique dans le pays, eh bien c'est un peu compliqué d'avoir véritablement de bonnes infos. Et là, ça devient effectivement de plus en plus compliqué. Donc c'est vrai on est tout à fait d'accord sur ce point, ça c'est clair. J'ajoute quelque chose avant que peut-être qu'on passe à un autre sujet, quelque chose d'important à dire là-dessus, c'est Allez-y. qu'il y a une dimension technique, c'est-à-dire que, comme vous l'avez cité au début, j'ai eu une petite expérience dans le cinéma et après dans le jeu vidéo. Le grand public ne se rend pas compte des moyens technologiques qui existent aujourd'hui pour fabriquer des fausses images, que ce soit par incrustation vidéo, que ce soit par intelligence artificielle, que ce soit par, voilà, par utilisation, on appelle ça des hologrammes, mais enfin, il y a vraiment la possibilité aujourd'hui technique de créer des scènes de toutes pièces à partir de clips, par exemple extraire la voix de quelqu'un, mettre la voix sur une image. On peut trouver des exemples des bobines voilà, de preuves de concept. On peut vraiment créer un bulletin d'information ou une séquence de news entière numériquement, recombiné avec de l'IA, etc. Donc, vous avez raison de dire ça, c'est que moi, aujourd'hui, je suis extrêmement circonspect par rapport à tout ce qu'on voit. Là, encore récemment, que ça soit, vous voyez, il y a eu à chaque fois qu'il y a une crise et que surtout que ça tourne en boucle, qu'il y a les images qui tournent, il faut vraiment se demander, est-ce que ce qui s'est passé est réel? Je vais revenir un peu en arrière. Vous savez, il y a eu, quand il y a eu la débâcle d'Afghanistan, il y a eu cette image qu'on a tous vue, vous savez, avec les Afghans qui courent à côté de l'avion, là, sur la piste d'aéroport. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image. Oui, oui, oui. Oui, Quand on voit ça, franchement, quand on a un peu d'expérience de ce que c'est qu'un effet spécial, de ce que c'est puis un avion un peu, enfin, on a un peu été dans des aéroports, on a piloté soi-même des avions et tout ça, il y a des choses, ça tient pas la route. Cet avion, il ressemble à je veux dire, à un accessoire de film, il ressemble pas du tout. Il y a des détails où c'est comme des interventions de Biden à la Maison Blanche. Moi, j'ai fait un peu de plateau, je sais à quoi ressemble un plateau de cinéma. Je veux dire, je vois qu'il y a des choses, c'est un décor, c'est pas la vraie Maison Blanche. C'est évident pour quiconque a une petite expérience. Il y a des petits détails que vous voyez tout de suite quand vous avez un peu l'œil qui vous frappent. Et je pense que c'est. Voilà, après, quelle conclusion en tirer, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a des images qu'on nous présente comme véridiques qui peuvent être montées en studio, qui peuvent être des images de synthèse. Et puis sans parler, ça c'est peut-être plus votre domaine, tout ce qui touche même les études, on vous dit des études, des machins, en fait on sait aussi que tout ça peut être falsifié, on en a eu la preuve avec le Covid, donc voilà, il faut être très circonspect, c'est pour ça que je dis aux gens, essayez de vous concentrer sur ce qui est tangible, sur une réalité, soit des gens que vous connaissez, des sources que vous pouvez vérifier vous-même, mais vouloir essayer de comprendre tout ce qui se passe dans le monde avec des sources qui, même pour des gens comme nous qui passons notre temps, et c'est un peu notre métier, d'essayer de comprendre ce qui se passe, on n'y arrive pas toujours, on est très circonspect. Voilà, il faut être très prudent et assez humble par rapport à ça. Non, mais c'est vrai. Alors là, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, on finit même par se demander d'ailleurs si réellement, par exemple, les mauvaises langues disent aussi, mauvaises langues entre guillemets, que parfois seul Tintin aurait marché sur la Lune. Ah oui, bah ça j'en parle dans mon dernier livre. Il y a un très beau texte de Martine Guedes là-dessus, ouais, exactement. Ouais. Hein, voilà, donc finalement, il y aurait que Tintin qui aurait marché sur la Lune. Ah, c'est pas mal. Après, juste pour rebondir un petit peu, puis après on va peut-être passer sur autre chose. Effectivement, si on se rappelle les débuts du Covid, moi j'étais effaré parce que sur Twitter, on voyait des espèces de petites vidéos tournées avec deux Chinois, donc déambuler dans une rue d'une ville chinoise, et puis tout d'un coup, il y en avait un des deux qui s'écroulait par terre, pris de convulsions, le corps tremblait, allongé, et tout d'un coup, la légende, c'était « Ah ben mon Dieu, encore une victime, voyez, de ce virus qui arrive, on ne sait pas ». Et en réalité, je me disais « Mais ça, c'est pas possible que ça soit vrai ». Et effectivement, ça ne l'était pas, puisque j'ai quand même d'ailleurs,
Donc on voit et c'est ça, parce que c'est à faire peur. Entendu les histoires. Et c'est même effectivement. Et Kaufman, vous allez vous et vous des j'ai un peu man du réveil, du grand réveil des peuples. Bon bref, j'ai envie de citer des Bourguiers. C'est pas dit. De toute façon, les parce que c'est mieux de rester. Quoi réveil des peuples. Concept, j'ai un militaire, son nom m'échappe à l'heure actuelle, mais qui est cité dans le livre. Et en fait, c'est juste que ça décrit en fait un phénomène. En fait, c'est un peu ce qu'on retrouve avec les mouvements où en gros, il y a des gens qui sont, on va dire, ce qu'on appelle en marketing des premiers adeptes, et puis après, la chose se diffuse petit à petit. Il y a les suiveurs, et puis il y a ce qu'on appelle, bon, c'est du jargon, late adopters, c'est-à-dire ceux qui à la fin, en fait, prennent la tendance quand elle est bien engagée. Et en fait, pourquoi j'ai parlé de ça dans le livre? Parce que moi, au contraire, c'est ce que j'explique dans le volume 3, je vois vraiment un plan à l'œuvre pour réveiller les peuples à la réalité du mondialisme. C'est-à-dire, j'essaye de détailler, on ne pourra peut-être pas rentrer dans le détail, mais je vois vraiment qu'il y a clairement une espèce de lutte de l'ombre entre les mondialistes qui ont un plan et qui déroulent ce plan, et en même temps des forces qui, je dirais, restent un peu invisibles justement pour pas avoir de forme et pour ne pas pouvoir être attaqué directement par ce mondialiste. On est vraiment dans un nouveau type de guerre, en fait. Je crois que ce que j'essaye de décrire dans mes 2 derniers livres, c'est de donner une espèce de dessiner les contours de cette nouvelle guerre qui est aujourd'hui en plein, qui est une guerre en fait hybride hors limite, c'est-à-dire qui est à la fois militaire, mais qui est aussi économique, juridique, culturelle, cognitive. En fait, il y a plusieurs champs de bataille. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des forces qui, alors avec des intérêts divergents, je pense qu'il y a beaucoup de ces forces qui sont liées à des États comme la Russie, comme la Chine et comme une partie de l'establishment patriote américain. J'en parlais tout à l'heure de cette volonté de libérer les États-Unis. On voit qu'il y a la volonté de la Russie de résister, la volonté de la Chine aussi. Il y a l'Arabie saoudite qui, un peu là, a fait une espèce de rupture avec tout l'ordre mondial, notamment autour du dollar. On voit les BRICS, etc. Donc je vois vraiment en fait une espèce d'alliance antimondialiste qui se dessine. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent en fait ce projet. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, et moi le premier, on l'a découvert récemment dans les années 2020 avec le Covid, les gens ont commencé à se poser des questions. Mais en fait, quand on creuse, on voit que ce projet mondialiste, il est connu depuis très longtemps. En fait, il est connu par certaines personnes dès la fin du 20e, dès le début du XXe siècle. Il y a des patriotes américains qui se sont réveillés avec l'assassinat de JFK, qui était en fait un exemple, c'est-à-dire de dire on est capable de faire ça. En France, ça a été avec ce qui s'est passé avec De Gaulle, avec mai 68, avec tout ce qui s'est passé voilà, autour de Gaulle. Donc, si vous voulez, il y a quand même des gens qui sont, je pense, liés à l'armée, au service de renseignement, ou en tout cas une résistance, qui essayent d'ouvrir les yeux des peuples. Et moi, j'ai l'impression que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a, c'est lent, c'est long, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de gens qui, depuis 2020, sont moins dupes qu'ils ne l'étaient avant 2020. Alors, il y a toujours une masse qui se laisse manipuler de crise en crise, mais j'ai l'impression que les gens se disent quand même, il y a des trucs qui collent pas. Et moi, je pense, en tout cas, et c'est ce que j'essaye d'étayer dans mon livre, que c'est à dessein et que des gens comme, voilà, comme nous, comme TVADP, en fait, on est une espèce d'avant-garde
et les choses se diffusent. Et moi, j'analyse beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. On dit toujours que les États-Unis ont 10 ans d'avance sur nous pour le meilleur et pour le pire. Bah, je vois que dans la résistance patriote américaine, il y a cette masse critique qui soutient Trump parce qu'il y a cette masse critique de gens qui ont compris ce que c'est que le mondialisme, c'est-à-dire une masse entre 20 et 30% qui est maintenant presque à 40%, qui a compris ça. En France, je pense qu'on est entre 5 et 10%. Donc vous voyez, je pense que si la tendance continue, on a des bonnes chances que les choses avancent. C'est pour ça que je suis confiant vis-à-vis de ce réveil des peuples. Bah, écoutez, je vais pas aller contre ça. Moi, tant qu'on reste optimiste, écoutez, je suis entièrement d'accord. Après, bon, comme vous l'avez souligné, c'est malheureusement long. Et alors, c'est vrai que vous avez raison, depuis l'épisode Gilets jaunes, depuis 2020, il y a de plus en plus de gens mécontents, il y a le mécontentement gronde, il y a de plus en plus de gens qui se sont réveillés ou qui sont en train de se réveiller. Le problème, c'est que moi, je trouve que c'est un peu lent et long, et malheureusement, j'ai peur que nous n'ayons pas autant de temps que ça. Quand on voit un petit peu, vous l'avez dit très très justement d'ailleurs en début de cette émission, on est Oui, quand même c'est sûr. on est à la croisée des chemins, donc en ce moment on est dans un affrontement effectivement du monde unipolaire contre le monde multipolaire, que ce soit avec le conflit russo-otanusien, ou que ce soit récemment le nouveau conflit israélo-palestinien. On est vraiment, on vit vraiment une époque hyper cruciale. Je vais pas dire, presque je vais citer un proverbe anglais, wait and see. Mais enfin, on a intérêt à pousser derrière, effectivement, pour essayer que tout ça aille dans le bon sens. Alors, vous écrivez dans votre livre aussi, j'ai vu ça et ça m'a interpellé, que il faut laisser les lobbies woke, LGBTQ+, et puis tous les autres lobbies des écolos allégés aussi, je les appelle les écolos allégés, aller jusqu'au bout de leur délire, pour qu'une masse de gens, en fait, puisse avoir une prise de conscience et un rejet. Alors là, j'ai un peu du mal quand même, honnêtement, j'ai un peu du mal à vous suivre sur ce terrain-là, parce que est-ce que vraiment il va y avoir un moment critique où il va y avoir un rejet, ou est-ce qu'on va l'avoir dans l'os, quoi, pour parler un peu crûment, quoi. Alors oui, je comprends un peu votre interrogation. Moi, je pense que c'est du judo. C'est-à-dire que si mon hypothèse est juste et qu'il y a des gens qui se battent contre le système mondialiste, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner dans un affrontement direct. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas jouer média. Vous voyez, vous, sur TVADP, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous ne pouvez pas aller contre la matraquage, etc. Donc, il faut trouver, si on est toujours dans cette logique de guerre asymétrique, il faut trouver d'autres leviers pour aller combattre l'adversaire. Et je pense qu'une des stratégies qui a été retenue, si mon hypothèse est bonne, c'est de dire on va les laisser aller trop vite, trop fort. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le système mondialiste et sa stratégie, c'est la stratégie des petits pas, et c'est, vous savez, l'histoire de la grenouille qui bout petit à petit dans la bouilloire, dans la casserole. Les gens ne se rendent pas compte vers quoi on les amène. Et là, je trouve que depuis 3 ans, en fait, il y a une telle accélération, ça devient tellement outrancier que même les gens qui, en fait, sont pas politisés, se posent pas trop de questions, sont obligés de se poser des questions et sont confrontés à quelque chose qui sort tellement de l'ordinaire. Par exemple, les transgenres, la sexualisation des enfants à l'école. Et en tout cas, moi, ce que je constate directement, c'est que, par exemple, cette question des transgenres, de la sexualité des enfants, même des gens assez apathiques, ça ira pas plus loin, mais se disent, alors là, ça va trop loin. Non, c'est pas possible. Ou même on parlait d'ailleurs du Covid, les vaccins. Je veux dire, aujourd'hui, les campagnes de vaccination, plus personne ne veut se faire vacciner. On voit que les chiffres sont vraiment en chute libre, y compris pour la grippe saisonnière, etc. Et qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi, c'est bon, j'ai fait mes 2 doses, mes 3 doses, maintenant c'est fini. Donc il y a eu un espèce d'effet. Et puis l'accumulation de mensonges, de choses, je veux dire, on a l'impression, moi je vous dis mon intuition, c'est qu'ils avaient une science de la manipulation subtile de l'opinion publique, et depuis quelques mois, années, ils ont sorti le marteau, et en fait, les gens s'en rendent compte. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils sont acculés, donc ils veulent accélérer sur leur projet, mais en accélérant sur le projet, ils font que le projet devient de plus en plus visible. Et ça, c'est la seule arme qu'ont les gens qui luttent dans cette guerre asymétrique. Donc peut-être que je me trompe dans mon analyse, mais en tout cas, il y a des éléments qui me semblent cohérents. Et je vois en tout cas que
ça réveille quand même pas mal les gens. Regardez, il y a tellement de gens qui me disent dans les conférences, bah moi c'est le Covid qui m'a réveillé. On a l'impression que le Covid a quand même eu comme vertu de réveiller beaucoup de gens qui se posaient pas trop de questions et qui se disent là, on nous a tellement menti, le gouvernement a tellement été loin et puis il voit qu'on cache les effets secondaires, on cache les contrats Pfizer, etc. Les gens se disent, il y a quand même un truc qui se passe là. C'est pas faux, mais d'un autre côté, ce qui m'ennuie, je vais vous dire, c'est que beaucoup trop de gens, et j'espère que ce message pourrait être entendu encore plus, beaucoup trop de gens attendent qu'il y ait un immeuble qui leur tombe sur le coin du nez pour tout d'un coup se réveiller et se dire « Ah ben mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Mais le problème, c'est que entre-temps, c'est que la personne s'est pris un immeuble sur le coin du nez. Ça s'est traduit, alors je vais prendre un exemple plus précis, ça s'est traduit par exemple en période Covid, ça s'est traduit par des décès suite à des injections avec des effets secondaires pourris, etc., etc. Et là, tout d'un coup, la personne a pris conscience que, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, voilà. Mais le problème, c'est qu'entre les deux, il y a quand même des gens qui sont morts. Pareil pour toutes ces histoires de poussée, de sexualisation des tout petits, etc. Oui, mais non, ça va se traduire comment? Ça va se traduire par encore de la pédophilie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui est malheureux, c'est que des gens risquent d'en pâtir, et à ce moment-là, ils vont se dire, ah bah oui, effectivement, ça a été trop loin. Donc maintenant, ça y est, je comprends. Mais malheureusement, entre les deux, il y aura eu du chagrin, de la souffrance, et voire même un décès ou deux. Donc, est-ce que, voilà, si vous voulez, mon problème, c'est est-ce qu'on a besoin d'en arriver là? Moi, je préférerais effectivement qu'il y ait un réveil avant. Bon, vous allez me dire, hein, c'est pas toujours évident, et ça, je vous l'accorde aussi, c'est pas si simple que ça non plus. Oui, et puis surtout, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que les gens, je veux dire, enfin vous, je sais pas de quand date votre prise de conscience. Moi, elle est assez récente, elle date de Ça quelques fait un, années. ça fait un Ça moment, fait ouais. peut-être un moment, mais moi, je peux en témoigner. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un. Je veux dire, le système est tellement puissant, que ce soit par les médias, par l'éducation, on en parlera après. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est une grâce de Dieu qui m'a aidé à passer le pas et à me donner ce discernement. C'est-à-dire que, je veux dire, si je vois même dans mon entourage, etc., malgré le travail que je fais, les livres que j'écris, on me dit c'est super, tes livres sont formidables, voilà, mais les gens ne changent pas forcément leur. Parce qu'il y a un tel conditionnement et il y a une telle, je dirais, un tel génie de la manipulation mentale de l'ingénierie sociale qu'on ne fait pas sortir d'une emprise vieille de plus de décennies ou même de siècles un peuple en 3-4 ans. C'est-à-dire que ça répond aussi, je veux dire, et je pense que les gens, si mon hypothèse est vraie et qu'il y a des stratèges qui réfléchissent depuis très longtemps à comment combattre ce projet mondialiste en sachant qu'il y avait une phase critique, enfin, elle était prévue pour 2025-2030, donc ils savaient qu'ils avaient un temps un peu réduit. Voilà. Ah oui, il y a juste une chose que je voudrais dire par rapport à ça que j'ai pas dit tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose qui a fait dérailler la machine, c'est quand même l'élection de Trump en 2016. Moi, ça c'est quelque chose qui m'a mis sur la piste parce que le plan, c'était Clinton et le Covid, on n'était pas censé l'avoir en 2020, on était censé l'avoir sous une présidence Clinton entre 2016 et 2020. La guerre en Ukraine, on était censé l'avoir pas comme ça et beaucoup plus violente. Donc, vous voyez, il y a des choses qui ont un peu déraillé dans le plan prévu, parce que quand on connaît quel était le plan et quel était leur agenda et leur calendrier, là, le calendrier a été explosé et en fait, rien ne se passe comme eux l'avaient prévu. Enfin, en tout cas, ils avaient tout mis sur des rails. Et je parle aussi de, par exemple, un peu dans mon volume 2, de la fameuse opération Q. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a plein de bêtises qui ont été dites là-dessus, parce qu'il y a différents Q. Enfin, c'est un sujet en fait qui est très complexe quand on le creuse. Voilà, mais ceux qui voudront creuser pourront lire mon essai là-dessus. Et en fait, l'opération Q, c'est clairement, quand on l'analyse, en tout cas le Q originel, parce qu'il y en a eu plusieurs, c'est vraiment une opération menée en tout cas par des patriotes qui donnent des infos très particulières et qui préparent le peuple américain à la réalité de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est pas, contrairement à ce qu'on dit, des élucubrations, un tel va être arrêté, machin, etc. C'est vraiment beaucoup d'informations sur comment fonctionne le mondialisme. Moi, j'ai compris, par exemple, tout le lien avec le satanisme, etc., les réseaux parallèles, grâce à des éléments très concrets qu'a donné cette source Q, que j'ai été vérifié par la suite, et c'était exact. Il donnait des noms, il donnait des réseaux, il donnait des trucs, et c'était vérifié. Et ça a permis à des millions d'Américains de découvrir ça, et je pense que ça a été calibré
pour parler à un public anglo-saxon. C'est pour ça que je pense que ça ne prend pas en France, parce que je pense qu'il y a une ingénierie sociale très fine dans le bon sens pour cibler la psychologie et la mentalité américaine. Et qu'en France, ça a moins marché. Moi, ça m'a parlé parce que par ma formation, par mon goût, mon caractère personnel, je suis assez sensible à ce qui se passe dans le monde anglo-saxon. Donc ça m'a parlé, mais je pense que ça parle moins à la psychologie française. Ouais, C'est un exemple parmi d'autres. C'est fort possible. Alors, vous évoquez dans votre livre, dans l'Empire du mensonge d'ailleurs, dans la partie Empire du mensonge, vous avez traduit plusieurs textes d'un monsieur qui s'appelle Martin Gates. D'ailleurs, vous allez nous dire qui c'est, mais avant cela, je vais vous lire quelque chose dans votre livre, donc page 81. Parce que vous parlez de la méta-arnaque. Et la méta-arnaque, et c'est là tout son génie, est d'être pour l'essentiel au-dessus des lois et de tout reproche dans la vie de tous les jours. L'injustice devient normalisée et suite au passage du temps, donc entre parenthèses, donc des décennies, des siècles ou des millénaires, il n'est plus possible de la remettre en question. Il s'agit d'une attaque sur la culture et la nature même de la société qui conduit à la création d'une classe de rentiers et de bénéficiaires perpétuels. Les victimes défendent souvent les violences qu'elles subissent et dénoncent tous ceux qui cherchent à y mettre un terme. Eh bien, je vous laisse continuer. Déjà, merci de présenter pour nos auditrices et auditeurs, donc qui est Martin Gates, et puis ensuite de commenter un peu l'extrait que j'ai lu. Oui, alors Martin Guedes, c'est un Anglais. Guedes, pardon, je l'ai mal prononcé. Oui, Guedes, c'est un Anglais. Donc voilà, comme vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas confondre le peuple anglais et ses élites. Donc lui, c'est un résistant anglais qui a un parcours assez intéressant puisqu'il travaillait à très haut niveau chez British Telecom, donc qui est l'équivalent de France Télécom. Il travaillait vraiment à un niveau de R&D sur les paquets de données, les transmissions, etc. Donc Internet, téléphonie mobile, c'était vraiment une pointure. Il faisait partie des 100 meilleurs dans son domaine au monde. Et en fait, il a pris conscience de certaines choses déjà parce qu'il voyait, il s'est dit, mais attendez, je ne travaille pas dans l'industrie des télécoms qui vise à améliorer la communication et sa fiabilité. Je suis en train de travailler dans une industrie du contrôle de la communication. Donc, il a commencé un peu à cogiter là-dessus. Et puis après, il a commencé à creuser certains sujets, comme le 11 septembre. Il décrit ça dans l'essai que j'ai traduit. Il parle du 11 septembre. Il travaille sur l'histoire de la Lune. Enfin, il commence un peu à dérouler le fil de la pelote et il découvre en fait le mondialisme. On arrive tous par des biais différents. Moi, ça a été par l'économie et la finance. D'autres, c'est par la médecine. D'autres, lui, c'était par son travail dans les télécoms. En fait, on arrive tous au même point, parce que c'est la réalité, en fait. Et donc, il s'est engagé, notamment à partir de 2017. Il a été un des premiers diffuseurs de Q dans le monde anglo-saxon et britannique. Et c'est quelqu'un qui a une capacité de travail, qui a un esprit vraiment supérieur. Et il a une finesse d'analyse que j'ai trouvé vraiment remarquable. Et donc, du coup, il propose régulièrement des articles. Alors, tous ne sont pas forcément pertinents. Là, en ce moment, il est sur le combat, c'est de montrer que l'administration anglaise, en fait, n'a pas de juridiction, en tout cas, n'a pas de légalité pour faire certains actes et notamment demander aux gens de payer certaines choses. Donc, il est dans un combat là juridique, mais avant, il a été se battre contre la censure, il a été se battre quand il y a eu le Covid, contre toutes les restrictions de liberté. Et donc, en fait, pour revenir au texte que vous venez de citer, c'est le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on est dans un mensonge et on est dans une prison, en fait, ce que j'appelle la prison du mensonge. Les gens sont enfermés dedans, n'ont pas conscience, croient qu'ils sont dans une prison, enfin sont dans la vérité, alors qu'en fait, ils vivent dans le mensonge. Et tous les gens qui pourraient les faire sortir de cette prison, on leur a dit non, n'allez surtout pas leur parler. Ce sont des gens dangereux, ce sont des vilains complotistes, extrémistes, antisémites, extrême droite, nanana. Voilà, c'est le package complet, mais ça marche. Je vais vous donner une anecdote. Je vais vous donner une anecdote qui montre la puissance de ce système. J'ai quelqu'un que je connais, un médecin, qui a été témoin d'une histoire. Je ne vais pas la raconter ici, parce que si un jour elle veut la raconter, je ne voudrais pas lui voler cette histoire. Mais en tout cas, elle a été témoin de quelque chose organisé par le gouvernement. Enfin, c'était un témoignage intéressant de la duplicité de nos dirigeants. C'est-à-dire, en gros, pour quand même pas laisser les spectateurs sur la faim, ils ont organisé une consultation avec des médecins, soi-disant pour recueillir la parole, etc. Et en fait, au final, quand ils ont fait la restitution de ce que les médecins de terrain avaient dit, en fait, ils ont complètement passé outre et ils ont dit ce que le gouvernement avait décidé. Donc, c'était une arnaque
arnaque complète. Donc ce médecin généraliste de terrain, qui connaissait rien à tout ça, a été sidéré par le procédé. Vous voyez, elle tombait des nues, quoi. Genre, j'ai passé 2 heures à donner mon ressenti. En fait, on s'est assis dessus et en fait, tout était scripté. Donc je lui dis, bah écoute, c'est formidable, il faudrait que tu ailles raconter ça. Moi, je peux te faire mettre en contact avec, par exemple, André Berkoff, qui a beaucoup d'audience. Tu pourras aller raconter ça dans son émission, ça l'intéressera et ça intéressera des millions de Français. Et donc, elle dit, bah, je vais regarder, je vais réfléchir. Je n'avais pas de nouvelles, je la relance quelques jours ou quelques semaines plus tard. Elle me dit, ah non, non, moi, je ne veux pas aller voir André Berkoff. J'ai été regarder sa fiche Wikipédia. C'est un complotiste d'extrême droite, etc. Je ne veux pas aller dans une émission de ce type. Et je lui dis, mais tu as regardé une émission d'André Berkoff? Regarde ce qu'il fait. Moi, je suis passé chez lui. Il fait un travail remarquable, etc. Elle m'a dit, ah non, 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 moi, je veux pas ces trucs d'extrémistes, etc. Et en fait, vous voyez, juste sur la base de la fausse notice Wikipédia, bah, cette personne de bonne foi, etc., s'est privée en fait de diffuser quelque chose à une échelle quand même significative parce qu'elle en fait, elle a été manipulée. Et je crois que c'était Idriss Aberkan qui parlait de blanchiment d'informations en bande organisée. C'est une très bonne formule. Et donc, en fait, voilà, elle a été voir Wikipédia, elle a cru que Wikipédia disait la vérité. Elle aurait pu peut-être dire, voilà, ça aurait pu être Claude Janvier dans Libre Parole. Elle aurait dit Claude Janvier est un complotiste, anti-vax, je ne sais quoi, proche de Poutine. J'en sais rien, proche des réseaux poutiniens, TVADP, du grand complotiste Eric Montana. Vous voyez, elle aurait refusé de venir de la même manière. Ouais, non, mais c'est fou. Hein. Surtout Wikipédia. Oui, non, mais on sait. C'est l'archétype de l'encyclopédie, entre guillemets, du net, qui est truffé bon, bref. Donc voilà, bah, c'était pour donner un exemple de cette méta-arnaque qui touche tous les domaines, qui touche la science, qui touche... Moi, j'ai fait un essai dans mon premier volume sur l'économie, parce que moi, j'ai découvert ça quand vous découvrez que tous les chiffres économiques sont truqués, à commencer par les chiffres de l'inflation. Voilà, l'inflation, les gens s'en rendent compte. Les chiffres du chômage, le PIB, enfin même le PIB n'est même pas une mesure pertinente pour mesurer une richesse réellement produite. Enfin, on voit d'ailleurs aujourd'hui tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on a des pays qui produisent de la richesse réelle, comme l'Inde, comme le Brésil, comme la Russie, etc. Et nous, en fait, on produit de la dette, on produit du vent. En fait, on a une richesse qui est virtuelle. Et le jour où en fait, le château de cartes va s'effondrer, le jeu de chaises musicales, la musique va s'arrêter, ça va faire mal parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'on est devenu quasiment un pays du tiers-monde. En fait, on vit que parce qu'on a de la dette. Et le jour où les pays comme la Chine diront on arrête de vous vendre nos produits qui ont une vraie valeur avec votre argent qui en réalité vaut rien, bah en fait, comme on a tout délocalisé et qu'on a massacré notre industrie, on a massacré... Moi, je l'ai vu, hein, je viens de Lunéville, une petite ville en Lorraine où il y avait des industries, il y avait j'ai même vu ça quand j'étais petit, il y avait Traylor qui était une entreprise qui fabriquait des smirmorques, qui employait des milliers de personnes dans cette petite ville de 20 000 habitants. Bah, ça a fermé dans les années 90, enfin, ça a commencé à être liquidé dans les années 90 et ça a été complètement liquidé dans les années 2000. Bah, tout est parti en Pologne, etc. Et Lunéville est une ville qui a été sinistrée. Et je l'ai vu. Et moi, quand pendant le même temps, je faisais ma prépa éco et après mon école de commerce où on me raconte que le libéralisme, c'est génial, il faut ouvrir les frontières, il faut délocaliser et tout. Et moi, j'ai vu les pauvres gens plonger dans la misère à côté de chez moi, une ville où il y a, je ne sais plus combien, 40% de gens qui sont au RSA parce qu'il n'y a plus de boulot et toutes les usines ont fermé. Même là, vous voyez, on parlait du réel. Moi, je l'ai vu, ce réel. J'ai vu ce que c'est réellement la désindustrialisation de la France. Et j'ai vu tout ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez, j'ai compris très vite qu'en fait, tous les récits mainstream sur l'économie étaient bidons. Et j'ai vu que je serais sélectionné sur ma capacité à colporter ces mensonges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous dites la vérité en économie, vous n'avez aucune chance de travailler dans l'université, vous n'avez aucune chance de faire de l'analyse, et même aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je fais ce travail-là parce que c'est une manière de faire ce qui était mon métier à la base, c'est-à-dire de faire de l'analyse assez poussée sur certains sujets. Et en fait, aujourd'hui, j'ai appliqué ça au mondialisme, mais je pourrais le faire sur de l'économie, je pourrais le faire sur du marché. Mais en fait, vous vous rendez compte que quand vous allez à contre-courant, en fait, ça n'intéresse pas les gens. On parlait de ça, de la méta-arnaque. Les gens sont plus attachés à être dans le consensus social que de chercher une vérité, même une vérité qui peut les avantager à long terme. C'est-à-dire que dans le business, si vous voyez quelque chose que personne n'a vu, bah vous avez un avantage. Vous allez aller saisir le marché, vous allez repérer le produit qui va cartonner. Mais en fait, aujourd'hui, ça n'intéresse plus les gens.
Aujourd'hui, tout le monde veut être dans ce consensus. Et j'ai fait un essai qui montre que le wokisme détruit le capital des entreprises, même d'un point de vue business. Hein. Le wokisme est destructeur pour la valeur ajoutée des actionnaires. Mais aujourd'hui, comme c'est de l'idéologie, vous trouverez personne qui osera aller contre ça parce que c'est l'esprit du temps. Vous n'avez plus des. Moi, j'ai rencontré quelqu'un à Genève qui a dit, moi, je suis de la vieille école, on est venu me faire le baratin sur le wokisme, les ESG, etc. Et moi, je suis enfin, la personne m'a dit, je suis un financier de la vieille école. J'ai dit, mais où est-ce que je gagne de l'argent dans cette affaire? Et en fait, rien que poser cette question, c'est devenu presque inimaginable, parce que la question, c'est plus on va gagner de l'argent, c'est on va être dans l'idéologie. Absolument. Ah, j'ai un problème de son. Non, c'est bon. Moi, Ah non, c'est bon, ça y est. Non, non, à un moment donné, j'ai eu une petite coupure de son. Là. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est très bien. Bonne analyse. Alors, je fais une petite aparté parce que là, je vois que notre ami Eric nous met une break news. Selon Al Jazeera, Gaza est actuellement bombardée par une centaine d'avions israéliens. Une pensée, je ne peux pas m'empêcher une pensée pour les Gazaouis qui se prennent des centaines de bombes en ce moment. On finit par se demander d'ailleurs s'il va rester un immeuble debout dans la bande de Gaza. Bon, ma foi, très difficile. Alors, pour en revenir un petit peu à votre livre, oui, voilà, il y a quelque chose que je voulais absolument voir un peu avec vous, puis après on passera pour la fin de l'émission un peu à tout un aspect un peu plus spirituel. Mais avant, page 105 de votre livre, là c'est quand même un chapitre qui nous a beaucoup plu, c'est vous parler des bullshit jobs. J'ai trouvé ça savoureux. Alors, j'aimerais bien que vous nous en disiez un mot. Ouais, alors le terme, j'aurais aimé le trouver, il n'est pas de moi, il est de David Graeber, qui est un brillant anthropologue qui a écrit un livre du même nom à partir d'un essai. D'ailleurs, je remercie sa veuve de m'avoir laissé reprendre cet article de David Graeber. Et en fait, qui est quelqu'un qui est très, très, très connu, vraiment dans le monde anglo-saxon. Et donc, en fait, les bullshit jobs, ça veut dire les emplois bidons. En fait, on parlait de la fausse richesse créée par l'Occident, c'est ces boulots qui ne servent à rien. C'est-à-dire, c'est des boulots, par exemple, c'est tout ce qui est dans le process, dans les normes, etc. En fait, c'est des boulots de technocrates en fait, qui compliquent la vie de tout le monde, qui ne sont pas satisfaisants pour les gens qui exercent ces boulots. En fait, c'est des boulots qui produisent non seulement pas de richesse, mais qui produisent de la misère pour ceux qui essayent de bosser encore dans une entreprise et pour ceux qui les exercent, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont un boulot qui ne sert à rien et en plus qui pourrit la vie de tous ceux qui font un vrai travail productif. Donc, si vous voulez, c'est tous ces métiers-là. Et en fait, aujourd'hui, on est dans ce métier-là. Et le problème, c'est que les métiers qui sont réellement gratifiants, en fait, mis à part quelques exceptions, en fait, ne rapportent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une sélection qui se fait par votre capacité à tolérer de faire un job bidon. Et en fait, plus vous faites un job bidon, plus il y a des chances que vous soyez très, très bien payé pour le faire. C'est en fait le système achète. Et c'est vraiment pervers parce que en fait, ça achète, ça neutralise ce qui pourrait être une élite. C'est-à-dire que les gens qui pourraient être cadres, qui ont quand même fait des bonnes études, etc., au lieu d'en faire des créateurs d'entreprises, d'en faire des gens qui vont s'engager dans la vie de la cité, alors je ne parle pas forcément de mandat politique, mais en tout cas, voilà, qui peuvent agir, qui savent s'organiser, qui sont structurés, qui sont câblés, parce qu'il faut quand même, je veux dire, avoir certaines compétences de gestion des hommes, de gestion tout court pour certains projets. En fait, ces gens-là, on va les neutraliser en les payant cher à faire des trucs qui servent à rien. Donc, en fait, on va quelque part les castrer intellectuellement, on le voit. Et d'ailleurs, moi, je l'ai fait un petit peu, c'est-à-dire que j'ai travaillé j'ai pas fait ça longtemps, mais j'ai vu que voilà, il y avait tout intérêt, j'aurais pu continuer à faire ce que je faisais avant et aller monter une start-up d'objets connectés. J'aurais levé des millions, j'aurais été invité, peut-être même que Macron m'aurait serré la main en me félicitant d'avoir créé un gadget connecté, je ne sais quoi, peut-être une infrastructure numérique, etc. Et en fait, aujourd'hui, il y a tout intérêt à faire ça, mais faire des vrais métiers qui sont sur le terrain, où je pense à tous ces métiers du quotidien qui sont utiles, même à commencer par agriculteur, parce qu'on est quand même aujourd'hui la France qui était un pays producteur
exportateur de produits agricoles est devenu importateur, c'est-à-dire qu'on ne produit même plus assez pour nous nourrir, alors qu'on est quand même le pays de la paysannerie depuis toujours. Enfin, je veux dire, voilà, on a tous ces métiers qui ont du sens, qui sont détruits, et en fait, on neutralise tous les gens qui auraient des compétences pour faire autre chose. Voilà, en gros, les bullshit jobs, c'est toute la perversité économique du système actuel. C'est ça, et malheureusement, il y en a de plus en plus, c'est des véritables usines à gaz. Hein. Je fais référence ici, d'ailleurs, je vais en citer une, d'ailleurs, Santé publique France, organisme d'État, 625 agents, qui nous a pondu des rapports épais comme ça, soporifiques pendant la période Covid. En plus, bon, là, au moins, il y en a au moins un où j'aurais eu une mine d'informations. Mais enfin, ceci dit, 625 agents, et ils ont reçu, j'ai plus les chiffres en tête, mais en 3 ans, c'est-à-dire 2020, 2021, 2022, on en est arrivé de mémoire comme ça, on en est presque à entre 4 à 5 milliards de dotation de l'État. 625 agents, ils ne payent pas le loyer parce que c'est un organisme d'État, donc on se dit, entre 4 à 5 milliards de dotation, où passe cet argent? Et quand j'ai cherché, stock stratégique, super, de quoi? Je me suis toujours demandé, d'ailleurs, peut-être de champagne millésimé, ou je sais pas, mais enfin bon. Et là, il y a quelque chose qui ne colle pas, et il y a vraiment des gens qui sont grassement payés, grassement rémunérés pour rien, en fait. Parce qu'en fait, quand on pond des rapports nocifs toute la sainte journée pour soi-disant alerter les préfets, les élus, etc. en poste, eh bien, on se rend bien compte que tous ces rapports sont le plus souvent creux, bidons, compliqués à lambiquer, et qui ne servent souvent pas à grand-chose, à part plonger tout le monde dans la confusion. Des bullshit jobs. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai bien aimé ce passage aussi, parce que c'est très révélateur, et c'est vrai que le bullshit job, le job bidon, j'ai trouvé ça très bon. Alors, dernière partie de notre émission, parce que malheureusement le temps file, vous abordez une nature spirituelle, parce que vous donnez, et là vous avez raison, et là je vous suis aussi, l'importance d'une spiritualité, et vous soulignez l'importance de la religion. Oui, tout à fait. Et voilà, et vous accentuez sur la religion catholique, qui est le bébé que certains essayent de jeter avec l'eau du bain, ou de jeter dans la grande mare du mondialisme. Alors là, je vous laisse développer tout le concept. Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà la spiritualité. Donc déjà, notre époque rejette le spirituel et rejette le surnaturel. C'est-à-dire, ça c'est le premier point. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a une âme, qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a par exemple la puissance de la prière, la puissance des miracles et la possibilité des miracles, tout ça c'est rejeté par notre époque. Donc déjà, la première étape, c'est d'avoir cette dimension spirituelle et surnaturelle. Mais moi, ce que je constate, et c'est souvent le sujet sur lequel je suis plus interpellé dans mes conférences ou même sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a la spiritualité, mais il y a la religion. Et en fait, la religion, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « moi, je suis spirituel, mais je suis contre la religion ». Et en fait, j'explique, pour moi, ça, c'est un gros problème, parce qu'une religion, c'est quelque chose de collectif. La spiritualité, elle est individuelle, il y a une dimension très subjective, alors que la religion, déjà, elle est collective, c'est-à-dire dans le sens où il y a des fêtes communes, il y a un dieu ou des dieux communs, il y a des rituels communs, il y a des dogmes communs sur lesquels on se met d'accord, et notamment la force de l'Église catholique, à mon sens, c'est qu'elle a défini des choses sur lesquelles les gens se sont disputés pendant 2000 ans. Il y a eu des débats même au sein de l'Église très vifs, mais on a posé les choses, et il y a un catéchisme de l'Église catholique. Les gens me disent « quel est votre avis sur telle ou telle question ?» Moi je dis « sur la question religieuse, mon avis est celui de l'Église catholique ». Alors, pas l'Église catholique forcément du pape François actuel, ça je vais y revenir, mais en tout cas, il y a un catéchisme de l'Église catholique, il y a des vérités de la foi, et je mets j'avertis un peu les gens de ce danger de valoriser la spiritualité et de refuser le cadre de la religion, parce que la religion, religere, ça veut dire c'est ce qui nous relie, et notamment notre époque pousse à l'individualisme à outrance. Et cette idée de spiritualité purement individuelle, où chacun ferait un peu son truc à la carte, selon sa sensibilité, selon ses sentiments, en fait, c'est exactement ce à quoi veut nous pousser le mondialisme. Et donc, l'Église catholique,
qui est en fait l'institution qui est totalement contre ça. C'est-à-dire que l'Église catholique, elle est hiérarchique, il y a une autorité, elle a des dogmes, elle a des, je veux dire, il y a des cadres. Et en plus, elle est, je dirais, plutôt patriarcale, c'est-à-dire le clergé, ce sont des hommes. L'homme a un rôle particulier dans la hiérarchie catholique, enfin même dans la chrétienté. Donc il y a quelque chose qui est complètement contre l'esprit de l'époque. Et ce qu'on voit aussi, c'est ce que je voudrais dire aux gens, c'est que l'Église fait l'objet d'attaques extrêmement violentes depuis au moins 3-4 siècles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, l'Église a été infiltrée, l'Église a été subvertie. On parle des jésuites, etc. C'est vrai. Il y a eu l'infiltration du Vatican par la franc-maçonnerie, par le lobby LGBT, le rôle du Vatican dans le système mondialiste. Tout catholique de bonne foi ne peut pas le nier, mais il faut oublier que ça, c'est le résultat d'un travail de sape et d'attaque pendant des siècles et des siècles. Il faut lire, il faut lire au XVIIIe, il faut lire au XVIIe. Il faut voir comment l'Église a été attaquée et comment elle a été ciblée dès le début par ces forces mondialistes. Donc il faut, et aujourd'hui, vous parlez de jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que sous prétexte que l'Église aujourd'hui est compromise et infiltrée par le mondialisme, il faudrait se débarrasser de l'Église, il faudrait se débarrasser de la religion. Et moi, je pense que ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur à la fois au niveau de la justice, parce que c'est pas juste pour ce qu'est l'Église. Je pense que c'est une erreur au niveau de la foi. Là, je parle en tant que chrétien, parce que je pense que l'Église et les dogmes catholiques sont nécessaires au salut de notre âme. Et je pense aussi politiquement qu'on a besoin d'une religion qui relie la société et qui nous permet de faire société. Parce que, prenons un exemple très simple, je veux dire, on supprime les fêtes religieuses chrétiennes en France, on supprime Noël, on supprime Pâques, là ça va être la Toussaint. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'avait proposé un membre du gouvernement, où il y aura le jour férié des musulmans, le jour férié des juifs, le jour férié des athées, le jour férié des adorateurs de Gaïa ou je ne sais quoi. Mais en fait, on ne fait plus société. Et le problème, c'est ce que les gens ne voient pas, c'est que faire du politique et pas de la politique, c'est agir de façon collective. Et quand on agit de façon collective, on renonce toujours un petit peu à certains éléments de notre liberté individuelle pour accepter un cadre collectif avec des lois, des règles, etc. Et la religion, elle permet de faire ça. Et j'ajouterais que de ce que je vois, c'est que si on pense comme un chrétien, nous, en tant qu'être humain, on est faible, on est faillible, on a une tendance naturelle au péché, à la faiblesse. Et heureusement qu'il y a ce cadre de religieux et les enseignements notamment du Christ pour nous cadrer et pour nous ramener en tant que garde-fou. Et je pense qu'il y a un dernier point, c'est très salutaire parce que le danger, c'est l'utopie. Le christianisme n'est pas utopique dans le sens où il a une vision, à mon sens, très réaliste de la nature humaine. Et à l'inverse, il y a la vision de Rousseau et de tous ces mecs des Lumières, etc., qui disent « mais non, pas du tout, le péché originel, c'est n'importe quoi, l'homme est bon par nature, le peuple est bon, etc. » Un chrétien ne pense pas ça. Le chrétien pense que l'homme a une tendance naturelle au mal et à la tentation, et c'est parce qu'il a cette tendance naturelle au mal et à la tentation qu'il faut des garde-fous spirituels et religieux pour le cadrer. Et moi, je trouve que c'est une vision vraiment réaliste de la nature humaine, et c'est pour ça, entre autres, que je suis catholique. Mais écoutez, non, mais c'est bien. Il y a rien à redire à cela. Hein. Après, moi, je suis toujours un peu plus dans l'homme serait assez fondamentalement bon, mais disons que ses expériences passées le conduisent à des mauvaises actions, et c'est toujours pareil. Comme vous disiez aussi, il n'y a pas de garde-fou. Et c'est vrai que malheureusement, la justice, par exemple, la justice devrait être le garde-fou, c'est-à-dire le garde-fou d'une certaine éthique, d'une certaine intégrité. Or, aujourd'hui, la justice part à volo, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a personne pour remettre quelqu'un dans le droit chemin. Si une personne s'égare, s'il y avait une justice compétente avec une petite claque derrière en lui disant « Attention mon ami, tu as failli, maintenant tu te remets sur les rails » et la personne d'un coup elle se dit « Oui, effectivement, ça va pas, hop, je me remets sur les rails. » Mais en fait, cette institution ne le fait pas, ne le fait plus, si tant est qu'elle l'a eu fait d'ailleurs, et en plus l'univers, la cellule familiale le fait de moins en moins. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, les garde-fous deviennent malheureusement inexistants et on en arrive à des débordements assez incroyables. Alors Stanislas, c'est un vrai plaisir de vous avoir.
Je remonte votre livre là, voilà, et j'incite effectivement nos auditrices et auditeurs à le commander, parce que c'est vraiment un excellent livre. Le mot de la fin? Oui, alors juste une précision, c'est là, vous avez montré le livre, c'est le volume 3. On peut tout Oui. à fait lire mes livres dans le désordre. On peut commencer par le 3, le 2. Il n'y a pas du tout de. Il faut que les gens qui auraient raté le 1 peuvent J'ai vu, commencer par le 3. j'ai Il n'y vu. a pas de problème. Moi, pour C'est le vrai. mot de la fin, ça serait l'espérance. C'est une des vertus, on dit théologales, du chrétien. Foi, charité et espérance, toujours avoir l'espérance. Et je terminerai par cette phrase que je trouve magnifique du Christ qui nous dit de ne pas nous soucier de tous les différents problèmes, c'est chercher le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné en surcroît. Bah écoutez, on va terminer là-dessus. Un grand merci Stanislas, c'était un plaisir de vous avoir dans le cadre de mon émission. Et puis écoutez, on sera appelé très très certainement à se revoir. En tout cas, merci d'être venu. Donc, sinon, bah, tous ceux qui nous ont suivis ce soir, bah, écoutez, comme à chaque fois, mon message, eh bien, n'hésitez pas, il faut diffuser encore et encore les émissions, pas que les miennes, hein, toutes les émissions, faciliter aussi les médias libres indépendants, parce que grâce à eux, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, eh ben, on a quand même des bonnes informations, parce que sinon, ben, ma foi, le paysage d'information serait bien désert. Et avant de terminer cette émission, j'ai une petite pensée quand même aux Gazaouis qui sont en train de se prendre des centaines de bombes sur le nez, et j'en appelle à des responsables de gouvernement, quels qu'ils soient, à arrêter un peu le massacre. Je pense qu'il y a toujours des moyens d'appeler à la paix et que la paix règne enfin. C'est totalement inhumain et inacceptable que des civils payent pour des désaccords. Voilà, ce sera mon mot de la fin pour ce soir. Et bonsoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci.